Studio Balado. Être un homme amoureux. Un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires d'amour, à la première personne du singulier. Épisode 4, Jérémy et les failles. L'année de ses 30 ans, Jérémy a vécu une relation amoureuse passionnelle et intense. Cette rencontre a amené de la vie et de la légèreté dans une période de deuil. Mais cette relation l'a aussi poussé dans ses retranchements, elle a fait sortir le démon en lui et laissé des failles. Alors, comment se retrouver quand une relation nous a fait nous perdre ? Jérémy a 45 ans et il se définit comme PD. Il est brun, barbu, quelques cheveux gris qui apparaissent. Les yeux bruns foncés, avec un regard un peu mélancolique. Un nez un peu busqué et des oreilles asymétriques. Être un homme, Michel-Ange Vinti. Il y a pas mal de temps, au moment où j'allais au chevet de mon père qui était à l'hôpital, en sortant de l'hôpital où je devais retourner loger chez lui pour une nuit sans mon père, enfin vraiment dans son appartement vide. À la terrasse d'un café, il y avait un garçon. J'étais au téléphone avec mon copain du moment et j'ai eu un échange de regards appuyé avec ce garçon à tel point que je me suis arrêté et que en fait je suis allé carrément m'asseoir au café où il était assis. Et on a commencé une relation en fait à partir de là, et c'était une relation très passionnelle, assez intense, avec beaucoup de connivence sexuelle et humaine, et quelque chose d'assez bouillonnant, et c'est venu habiter tous les moments que je venais passer à Toulouse pour aller au chevet de mon père, et ça m'a permis aussi je dormais chez lui aussi, donc ça m'évitait aussi de dormir dans l'appartement de mon père, et ça a apporté beaucoup de vie et de légèreté à ma relation, à ce moment-là de ma vie qui a duré presque 4 mois. Dans les grandes lignes, ce qui s'est passé sur ces 4 mois, c'est que j'ai perdu mon grand-père maternel, j'ai perdu mon père, j'ai rompu avec mon copain de l'époque, j'ai déménagé et j'ai eu 30 ans. À ce moment-là, j'avais tout ça en même temps, une espèce de page qui se tourne dans la vie. Et du coup, je venais, depuis un moment, mon père avait d'abord été hospitalisé à Marseille, en urgence, avait fait du coma, un coma artificiel pendant plusieurs semaines. Il avait un cancer qui s'était propagé et avec des lymphomes, une espèce de cancer éclair qui fait que ça lui a fait faire un choc septique, donc un coma artificiel, et donc tout un laps de temps pendant lequel il pouvait pas être traité. Et il était sur une grosse partie de son séjour, on essayait de nous faire comprendre qu'il était condamné, nous on n'y croyait pas vraiment, on essayait de se battre avec ma belle-mère de l'époque et moi-même en fait, et c'était c'était une période vraiment très dure où je me retrouvais devoir aller voir ma grand-mère à Toulon aussi, et de beaucoup circuler en fait entre tous ces endroits, avec très aux prises avec la mort finalement, entre le décès de mon grand-père, ma grand-mère qui venait d'entrer dans une maison de repos, oui. Je fais la rencontre de ce garçon, donc à cette terrasse de café, et on a beaucoup d'affinités culturelles et amicales, sexuelles, quelque chose de très intense, et un garçon qui aussi avait beaucoup de fragilité, qui était très empathique aussi, et très à fleur de peau sur beaucoup de choses. On a tout de suite beaucoup matché. Il t'a touché ? Oui, beaucoup. Il y avait quelque chose de très beau et très poétique dans son écorchure et dans sa sensibilité, son regard sur le monde et sur la vitalité qu'il avait aussi par ailleurs. Je crois que il y avait quelque chose de très charnel et très vivant et très intense, qui m'a fait peut-être passer outre beaucoup de red flags entre guillemets, de choses qui montraient qu'il y avait
beaucoup de choses qui n'allaient pas fonctionner par la suite. Je crois que comme beaucoup de après c'est une expérience qui m'a fait beaucoup réfléchir sur le fait de tomber amoureux après par la suite et de l'observer quand ça m'était arrivé à nouveau, dans quel contexte, d'observer les cas où les personnes autour de moi tombaient amoureuses, parce qu'il y avait ça m'a lancé dans toute une réflexion, voilà, jusqu'à revivre assez récemment une passion. Oui, parce qu'avec lui, c'était une passion. Est-ce que tu veux bien un peu raconter comment se manifeste une passion? Bah, je crois que c'était un peu le fait de penser énormément, d'avoir une relation qui devient un peu obsédante et qui occupe énormément l'esprit et qui d'un coup bouleverse le quotidien et occupe les journées et le temps et quelle les préoccupations, ouais, qui vraiment devient très présente, ouais. Et lui était très présent dans ta tête. Oui, et inversement, je crois que ça a matché à ce moment-là. Je me souviens plus si lui aussi vivait des choses difficiles à ce moment-là, ou si c'était au contraire un moment d'accalmie. Mais oui, en tout cas, ça m'a vachement marqué. Vous écoutez Être un homme, Studio Balado. Au début de cette relation, j'étais à la 4e année de ma relation avec le précédent garçon. Et notre relation était un peu en train je crois pas m'être servi de cette relation pour sortir de ma relation avec le premier. Comme ça arrive parfois, hein. Des fois l'enamourachement il sert à sortir comme ça d'une relation, c'est un peu la porte de sortie. Mais là en l'occurrence on était déjà à bout on parlait déjà de se séparer, et du coup on s'est séparés peu de temps après, ouais. Et on avait même fait, je crois, une fête de rupture pour intégrer socialement la chose et d'en faire aussi un événement qui soit pas juste triste, qui soit quelque chose de comme une transition, et de dire aussi aux amis que tout va bien, qu'on n'est pas obligé de choisir son camp, que la vie continue, que c'est un lien qui se transforme, c'est pas forcément D'ailleurs, mon nouveau compagnon était là à cette soirée-là, et c'était ouais, voilà, c'était un peu ouais, c'était assez c'était assez fort. Et donc, comment évolue, pour revenir à ce garçon que tu rencontres en terrasse, comment évolue la relation qui est passionnelle, mais quand même compliquée? C'est une relation qui m'a pas mal poussé dans mes retranchements, où j'avais vraiment des accès qui me poussaient dans des colères. C'est vraiment l'une des seules personnes qui vraiment arrivait à me mettre en colère et à aller sortir le démon en moi. Je crois qu'il y avait quelqu'un, en tout cas, qui avait un profil qui vraiment allait me triguer à ces endroits-là, et qui jouait avec ça aussi. Je pense qu'il y avait des rapports aussi de manipulation, je porte pas de regard négatif là-dessus, mais c'est juste des faits. En fait, ça se nourrissait aussi de ça. Pas que, il y avait plein de choses super, hein, mais c'était aussi bordé par tout ça. Peu de temps après le décès de mon père, il est venu s'installer à Paris. Et d'ailleurs, il a trouvé un logement qui n'était pas très loin de là où j'habitais. Et donc, ça nous a permis de nous voir, de continuer à nous voir assez fréquemment, d'avoir vraiment une relation assez appuyée. Et ça a duré 1 an et 7 mois, je crois. Et je crois qu'elle m'a marqué et ainsi un peu, pas traumatisé, mais elle m'a enfin, on peut dire ça, marqué. Elle a laissé en tout cas aussi des failles et peut-être des peurs à des moments, des comportements aussi qui sont restés par la suite. Ouais, il y avait des choses qui étaient, enfin, beaucoup dans sa part de toxicité, il y avait des choses qui ont un peu plié ma personnalité à un moment, je crois, parce que j'ai tendance à vouloir que les choses aillent bien dans une relation et à donner beaucoup, peut-être surdonner. C'était peut-être un de mes travers à une époque, à coup d'empathie, à coup de changement de mon comportement, à coup d'espace-temps, et après je crois au bout d'un moment j'ai décidé de mettre un terme à cette relation, parce que c'était vraiment c'était plus, au bout d'un moment c'était plus douloureux. Peut-être que la passion était passée, mais je voyais le pour et le contre, et je voyais tout ce que ça me
à quel point ça me pesait à plein de niveaux. Et comme en fait il ne voulait absolument pas faire de travail sur lui, c'était vraiment genre c'était pas possible. Enfin pour lui il avait la fierté de se dire je vais résoudre moi-même mes problèmes. Je veux pas faire de travail sur moi et je me disais bon ok, il va pas changer, il a même pas envie de commencer. Et quand bien même il commencerait, ça prendrait 2-3 ans. Enfin, il y avait des dossiers, quoi. Je me disais, je vais pas attendre. Je vais rompre parce que c'est trop pénible, c'est trop douloureux. Oui, et du coup, j'y ai beaucoup repensé parce que c'est une relation qui m'a fait beaucoup sortir de moi, je dirais, qui m'a peut-être éloigné de ce que j'étais aussi à plein de moments et qui m'a fait subir des choses qu'aujourd'hui je ne subirais pas. Je me définis comme polyamoureux depuis peut-être 2012, à une époque où j'ai rencontré le garçon suivant. Et effectivement, ça a été un processus de conscientisation où j'ai réalisé qu'en fait, pendant aucune de mes relations, que ce soit autorisé dans le couple ou pas, j'ai été exclusif. J'ai toujours eu des relations externes au couple. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de cloisonner l'affect et le sexe, les coups d'un soir et les histoires et les liens humains. Et je me suis dit que c'était dans peut-être que ce qui me correspondait le mieux, c'était le polyamour, c'est-à-dire la pluralité des liens et de pas voir les relations comme quelque chose de binairement une forme préétablie, un couple ou un casual sex et que c'était très fluide et que les liens pouvaient se transformer. On pouvait passer d'une relation de couple à une relation d'amis, d'amants, de quasi-famille. Les liens dans le temps je trouve que peuvent évoluer. Et du coup, je me suis retrouvé plusieurs fois avec au moins 2 copains, parfois aussi en trouble, mais souvent 2 copains séparément. Eh bien, le garçon que j'ai rencontré, avec qui je suis resté 7 ans, à la suite de cette relation un peu traumatique dont on parlait, ce garçon était en couple déjà quand je l'ai rencontré, et ça m'a confronté pour la première fois à avoir quelqu'un qui avait aussi une relation à côté, et ça a été questionnant au début, et en fait très vite je l'ai pleinement accepté. C'était assez intéressant aussi, ça créait beaucoup d'espace, beaucoup d'autres sujets de discussion et d'échange et de mutualisation d'expériences. Ça dédramatisait énormément de choses, ça décrispait beaucoup de choses. Le fait de ne pas être en exclusivité, ça permet que la sexualité individuelle ne soit pas dépendante de la relation, et que s'il y a des pratiques dont on a envie et que l'autre ne peut pas le donner, c'est absolument pas grave. Au contraire, c'est chouette de pouvoir se permettre de pouvoir les faire à l'extérieur. Ou des caractéristiques physiques auxquelles on est sensible, qu'on ne trouve pas dans la relation et qu'on peut trouver ailleurs, et ça permet de dédramatiser énormément. Mais du coup, je crois que cette permissivité, le fait de pouvoir vivre plusieurs relations, c'est extrêmement enrichissant, et ça m'a nourri énormément. Et en fait, tu mutualises énormément d'expériences, tu te rends aussi disponible à la rencontre, à la séduction, à tout un tas de choses qui gardent en éveil et qui font goûter la vie à pleines dents. Voilà, il y a tout cet aspect-là qui, je crois, me correspond bien et m'a permis de faire des rencontres géniales en parallèle de relations que j'ai durées, qui comptent énormément dans mon vécu, comme celle-là dont on parle, cette 3e relation qui était très saine. Être un homme est un podcast de Michel-Ange Vinti, produit par le studio Balado. Cette 4e et dernière saison a été enregistrée en reportage à Paris et dans mon salon à Bruxelles durant l'hiver et le printemps 2025. Merci à l'équipe de production qui m'accompagne depuis le début, David Federman, Géraldine Jonkers et Julien Barbier. Merci aux garçons invités pour leurs paroles, leur courage et leur confiance.
Et merci à vous pour l'écoute, les messages et la présence. Merci d'avoir écouté ces histoires à la première personne du singulier.